Cologne, Köln en allemand, c'est la quatrième plus grande ville d'Allemagne. Cologne est surtout connue grâce à sa cathédrale, mais aussi grâce à son carnaval et surtout grâce à l'eau de Cologne. Nous verrons dans cette vidéo toute l'histoire de la ville de Cologne et bien sûr celle de ses clubs de football, le FC Cologne, mais aussi n'oublions pas celle du Fortuna et du Viktoria Köln. Préparez-vous pour une bonne dose de Cologne. Générique! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ville et Football, l'endroit idoine pour apprendre plein de choses sur l'histoire des villes et des clubs. Pour ne pas rater les prochaines publications, abonnez-vous et mettez un like à la vidéo. La personne sur la photo vous remercie d'avance. En 38 avant Jésus-Christ, le général romain Agrippa fonda une forteresse au bord du Rhin, l'Oppidum Uborium, du nom du peuple ubien, allié des Romains qui habitaient sur la rive droite. Après la construction d'un hôtel, Oppidum Uborium devint Ara Uborium. En 50 après Jésus-Christ, l'épouse de l'empereur Claude, l'impératrice Agrippine, native du coin, éleva son lieu de naissance au statut de colonie, qui devint alors la Colonia Claudia Ara Agrippinensum, qui signifie ville de droit romain, Colonia, créée sous le règne de l'empereur Claude, Claudia, à l'emplacement de l'hôtel des Ubiens, Ara Uborium, par la volonté d'Agrippine, Agrippinensium, et devint la capitale de la province de la Germanie inférieure. Parmi les anciennes colonies romaines, c'est la seule à avoir conservé le nom de Colonia, qui deviendra Cologne en français. En allemand, la ville fut connue sous les formes Köln, Köln, Cologne, Köln ou Köln, avec parfois un K pour finalement devenir Köln. En raison de sa bonne position, de la présence de l'armée romaine et celle de la clientèle germanique, l'endroit attira de nombreux marchands et devint un foyer d'artisanat et de commerce. La ville garde encore aujourd'hui des vestiges de l'époque romaine, comme le portique latéral d'une entrée de la ville, ou encore la mosaïque de Dionysos qui se trouve dans le musée romain germanique construit à l'emplacement même d'une ancienne villa romaine qui se situe près de la cathédrale. Cologne tomba aux mains des Francs en 462 et sera élevée au rang d'archevêché à l'époque de Charlemagne en 795. Hildebold, proche conseiller de Charlemagne, lance le projet de la construction d'une grande cathédrale romaine. En 953, la principauté archiépiscopale de Cologne fut constituée au moment où l'empereur Othon Ier, fondateur du Saint-Empire romain germanique, nomma son frère Brunon archevêque de Cologne, et devint un important centre de pèlerinage à partir de 1164, après avoir reçu les reliques des rois mages, qui étaient à Milan, de la part de l'archevêque Raynald de Dassel. Outre les reliques des rois mages, la cathédrale abrite celles de Sainte Ursule et d'Albert le Grand. La cathédrale n'étant pas assez grande pour accueillir tous les pèlerins, la construction d'une nouvelle cathédrale de style gothique commença en 1248. Après la bataille de Veringen, qui vit s'affronter les troupes de Renaud Ier de Gueldre, soutenues par Siegfried II de Westerbourg, archevêque de Cologne, et Jean Ier, duc de Brabant, soutenu par des bourgeois de la ville de Cologne. Après la victoire de ces derniers, Cologne acquéra un statut de ville libre et avait donc le droit de vote à la diète impériale, qui était une sorte de réunion entre les différents États composant l'Empire afin de prendre des décisions importantes. En 1356, l'archevêque de Cologne devint l'un des 7 princes électeurs dont le rôle était d'élire l'empereur du Saint-Empire. La position de Cologne sur le Rhin l'a placée à l'intersection des principales routes commerciales entre l'Est et l'Ouest, mais aussi entre le Nord et le Sud, Cologne étant sur la route entre les Pays-Bas et Venise. En 1475, Cologne rejoignit la Ligue hanséatique, une association de villes commerçantes. Sur les armoiries de la ville, on peut voir les couleurs rouges et blanches, qui sont les couleurs de la Ligue hanséatique. Les 3 couronnes représentent les rois mages, et les 11 larmes noires sur fond blanc, qui rappellent le drapeau de la Bretagne, correspondent à l'histoire de Sainte Ursule, une princesse bretonne qui fut massacrée par les Huns, avec 11 000 vierges qui l'accompagnaient, lors de l'attaque des Huns sur Cologne, après qu'Ursule ait refusé d'épouser le roi des Huns. L'église de Sainte Ursule, de style romain, fut construite au XIIIe siècle à l'emplacement de ce massacre. Au début du XVIIIe siècle, Giovanni Maria Farina, un Italien installé à Cologne,
commença à produire une solution alcoolique parfumée à partir de 1709, l'Aqua Mirabilis, l'eau miracle, dont la formulation viendrait de son oncle Giovanni Paolo Feminis. Cette eau parfumée, fraîche et légère fut nommée eau de Cologne en l'honneur à sa ville d'adoption et s'écrit en français afin d'attirer une clientèle noble. L'eau de Cologne eut beaucoup de succès en Europe dans les différentes cours royales, notamment en France, auprès de Louis XV et de Louis XVI et plus tard de Napoléon. La fabrique située rue Obenmarsforten, la Duft Museum in Farinas House, est aujourd'hui devenue un musée où l'on peut découvrir les différentes méthodes de distillation. En tant que ville libre, Cologne avait le droit et l'obligation d'avoir une armée afin de défendre le Saint-Empire. Ces troupes étaient connues sous le nom de Rotenfunken, les étincelles rouges. En 1794, les troupes françaises occupèrent Cologne, qui perdra de ce fait son statut de ville libre en 1801 par le traité de Lunéville, qui incorpora toute la rive gauche du Rhin à la République française et le département de la Ruhr fut créé avec Aix-la-Chapelle comme capitale. Les troupes de Napoléon durent quitter Cologne en 1814 après l'avancée des troupes russes et prussiennes. Cologne fut rattachée au royaume de Prusse lors du congrès de Vienne de 1815. La construction de la cathédrale ayant été abandonnée depuis 1560, elle fut achevée en 1880 sous l'Empire allemand afin d'en faire un monument national. La gare centrale de Cologne fut construite en 1857 près de la cathédrale afin de fournir en marchandises les commerçants situés aux alentours et aussi permettre aux pèlerins d'arriver tout de suite à la cathédrale. Le pont traversant le Rhin pour relier la rive gauche et la rive droite, appelé pont de la cathédrale, fut inauguré 2 ans plus tard en 1859. Afin de réguler l'augmentation du trafic, l'actuel pont derrière la cathédrale, le Hohenzollernbrücke, fut inauguré en 1911 par l'empereur Guillaume II. Ce pont, nommé en l'honneur de la famille Hohenzollern, dont Guillaume II en fait partie, fait 400 mètres de longueur. Des statues de Guillaume Ier et de Friedrich Wilhelm IV se trouvent sur la rive droite, et celles de Frédéric III et de Guillaume II se trouvent sur la rive gauche. Au début du XXe siècle, plusieurs clubs de football allaient fusionner afin de créer des équipes compétitives au niveau national. L'un d'entre eux est le Kölner Ballspiel Club, fondé en 1901 sur la rive gauche du Rhin, par des joueurs mécontents du Borussia Köln, fondé 2 ans plus tôt, plus axé sur la gymnastique que sur le football. Les couleurs de ce club étaient le rouge et le noir et commençaient à jouer dans le championnat de district de Cologne à partir de 1902. En 1907, dans le quartier de Sulz, situé dans le sud-ouest de Cologne, le Spielvereinigung Sulz fut fondé et jouait avec les couleurs de Cologne, le blanc et le rouge. Au début, il fut très difficile pour ce club d'exister face aux autres clubs de Cologne et fusionna en 1919 avec le Hertha Köln, ce qui les aida à être plus performants. Sur la rive droite du Rhin, le FC Germania Kalk fut fondé en 1904 et fusionna en 1905 avec le FC Kalk, puis en 1907 avec le Mulheimer FC pour former le Verein für Reisensport Mulheimer Kalk 04, dénomination qui veut littéralement dire Club des sports sur gazon. Après la Première Guerre mondiale, les communes de Kalk et de Mulheim furent incorporées à Cologne et le club fut renommé en 1918 VfR Köln 04. En 1921, le VfR Köln fut promu en première division du championnat de l'Ouest de l'Allemagne et obtint le titre de champion en 1926 et joua le championnat national où ils perdirent dès le premier tour 2-1 contre les Berlinois du Norden Nordwest. Un stade pour le VfR Köln fut inauguré en 1931 avec un match amical contre Schalke 04. Ce stade nommé le Hohenberg Sportpark compte aujourd'hui 10 000 places. Du côté de la rive gauche, le Kölner Ballspiel Club arriva en finale du championnat de l'Ouest de l'Allemagne en 1920, mais perdit cette fois contre Mönchengladbach 3-1 après prolongation. Devant supprimer toutes les fortifications autour de la ville, comme stipulé dans le traité de Versailles, laissant ainsi un vaste espace vert, le maire de l'époque, Konrad Adenauer, transforma cet espace vert en parc et en installation sportive, comme dans le quartier de Müngersdorf, où un stade de 80 000 places fut inauguré en 1923 et était à l'époque le plus grand stade d'Allemagne avant la construction du stade olympique de Berlin en 1936. L'autre club de la rive gauche, le SV Sulz, fut promu en première division en 1922 pour la première fois et termina premier en 1928, se qualifiant ainsi pour la finale du championnat de l'Ouest de l'Allemagne contre Schalke 04,
contre qui ils gagnèrent 7-2. Une victoire qui permit à Zuls de jouer le championnat national, mais perdit en quart 4-2 contre le Bayern Munich. En 1933, avec l'arrivée des nazis au pouvoir, le championnat d'Allemagne fut réorganisé en 16 Gauliga et le Kölner BC se retrouva en Bezirksliga, la deuxième division, et ne joua qu'une saison en Gauliga en 1938, où ils terminèrent derniers. Par contre, du côté de Zuls, qui possédait des infrastructures très professionnelles pour l'époque, les choses allèrent bien et remportèrent la Gauliga Mittelrhein en 1939, mais se firent éliminer dès la phase de groupe du championnat national, terminant derrière le Fortuna Düsseldorf. Les choses allèrent également bien à droite du Rhin, où en 1935 et en 1937, le VfR Köln remporta la Gauliga Mittelrhein, mais termina dernier de son groupe lors de la phase finale nationale. Après la Seconde Guerre mondiale, les clubs allemands furent dissous par les Alliés. Le maire de Cologne, Konrad Adenauer, quant à lui, devint le premier chancelier de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Sur la rive gauche, l'ancien joueur du Kölner BC, Franz Kremer, refonda le club et en devint président. Voulant en faire un club important tant au niveau de Cologne qu'au niveau national, il proposa une fusion avec le SV Zuls après avoir reçu une réponse négative de l'Union de Cologne. La fusion entre le Kölner BC et Zuls fut officialisée le 13 février 1948 et donna naissance au 1. FC Köln, nom qui montre l'ambition du club d'être l'équipe la plus importante de Cologne et la première fondée après la Seconde Guerre mondiale. 8 jours après la création du FC Köln, 3 autres clubs de la ville décidèrent de fusionner pour faire face à la puissance financière des autres équipes. Il s'agit du Bayern-Thaler, du Sparkassenverein Köln et du Viktoria Köln, pour ainsi fonder dans le sud de la ville le Fortuna Köln, nom de la déesse de la bonne chance Fortuna. Cette nouvelle équipe joue également avec les couleurs rouges et blanches et partagera le stade de Müngersdorf. En 1947, l'Oberliga West fut créée et le club de la rive droite, le VfR Köln, y participa. Il fusionna en 1949 avec un autre club de la banlieue est de Cologne, le Mülheimer SV 06, qui était en deuxième division, mais qui fut champion de la Gauliga Mittelrhein en 1934 et 1940. Cette fusion donna naissance au Rapid Köln qui s'installa au Hohenberg Sportpark. Le FC Köln, quant à lui, prit la place de Zuls en deuxième division et avec l'attaquant Hans Schäfer se retrouva rapidement en 1949 en Oberliga West en compagnie d'un autre club du coin, le Preußen Delbrück, qui fit sensation en terminant tout de suite deuxième derrière le Borussia Dortmund. Ce club fusionna en 1957 avec le club de la rive droite, le Rapid Köln, pour former le SC Viktoria Köln afin de faire concurrence au FC Köln et offrir des derbys à Cologne entre la rive gauche et la rive droite. Cette même année, le FC Köln s'est vu offrir un bouc par le directeur et la directrice d'un cirque au moment du carnaval afin de porter bonheur à l'équipe. Le bouc fut nommé Hennes du nom de l'entraîneur-joueur du moment, Hennes Weisweiler, et devint la mascotte du club. Le bouc étant toujours présent lors des matchs, l'équipe prit le surnom des Geißböcke. Cologne participa à la phase nationale du championnat en 1953, puis en 1954 en étant champion de l'Oberliga West pour la première fois, mais furent à chaque fois éliminés lors de la phase de groupe. En 1954, ils remportèrent également la Coupe de l'Ouest de l'Allemagne, ce qui leur permit de participer à la Coupe d'Allemagne, où ils atteignirent la finale, perdant 1-0 contre le VfB Stuttgart après prolongation. Parti en 1952, Hennes Weisweiler revint une deuxième fois en 1955 pour devenir entraîneur à part entière, avant de partir en 1958 pour les rivaux de l'autre côté du Rhin, le Viktoria Köln. Avec un Hans Schäfer en forme, le FC Cologne remporta 4 fois de suite le championnat de l'Ouest de l'Allemagne en 60, 61, 62 et 63. Lors de la phase finale nationale, les Boucs perdirent en finale 3-2 contre Hambourg en 1960 et 3-1 contre Dortmund en 1963, mais lors de la finale de 1962, ils furent champions d'Allemagne pour la première fois de leur histoire en battant 4-0 le FC Nuremberg. Grâce à ce titre de champion d'Allemagne, le FC Cologne participa à la Coupe d'Europe des clubs champions, où ils furent éliminés dès le premier tour en perdant 8-1 contre le Dundee FC, mais gagnèrent quand même le retour 4-0. Pour jouer la Coupe des villes de foire, c'est le Viktoria Köln qui fut choisi, mais ils se firent éliminer dès le premier tour contre Ferencváros 7-5 sur l'ensemble des deux matchs.
En 1963, un championnat national unique composé de 16 clubs fut créé du nom de Bundesliga, dont Franz Kremer et son FC Köln furent les fondateurs. Et avec des joueurs comme le milieu de terrain Wolfgang Overath, Cologne fut le premier champion de l'histoire de la Bundesliga en 1964. Une saison qui fut également bonne en Coupe d'Europe des villes de foire, où le FCK élimina tour à tour la Gantoise, Sheffield Wednesday et l'AS Rome. Arrivés en demi-finale, ils se retrouvèrent face à Valence, contre qui ils perdirent 4-1 en Espagne, et une victoire au retour 2-0 qui ne fut pas suffisant. Le titre en Bundesliga permit au FC Köln de participer à nouveau à la Coupe d'Europe des clubs champions et de faire mieux que la dernière fois contre Dundee. Ils éliminèrent le Partizan Tirana, puis le Panathinaikos en 8e et se retrouvent donc en quart contre Liverpool pour un match qui restera dans l'histoire. Après 2 matchs nuls 0-0 et un match d'appui à Rotterdam, qui se termina par un 2-2 après prolongation, le vainqueur fut décidé par pile ou face. Au premier lancer, la pièce tomba sur la tranche et finalement, après un deuxième lancer, c'est Liverpool qui fut qualifié pour la demi-finale. Hans Schäfer prit sa retraite après tout ça et reste encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club avec 306 buts. Le Viktoria Köln, quant à lui, ne fut pas retenu pour jouer la Bundesliga et resta en Oberliga, devenue la Regionalliga West. En 1968, le FC Cologne remporta sa première Coupe d'Allemagne en battant Bochum 4-1. Les années suivantes, les Boucs perdirent 3 finales de coupe, perdant 2-1 contre les Kickers d'Offenbach en 1970, puis 2-1 après prolongation contre le Bayern Munich en 1971, et encore 2-1 contre le Borussia Mönchengladbach en 1973. C'est durant cette période qu'un certain Harald Schumacher commença à être titulaire en tant que gardien de but de l'équipe. Du côté du Fortuna, voyant le succès du FC Köln, le président du club de l'époque, Jan Löring, commença à mettre de l'argent à partir de 1967 et le SCFK monta en Bundesliga en 1973 pour la première fois de son histoire. Ce fut l'occasion et la seule de voir le derby de Cologne se jouer en Bundesliga entre le FC Köln et le Fortuna. Le FC Köln remporta les 2 matchs 2-0 et 5-0. Malgré tout, il n'y a pas de réelle inimitié entre le FC et le Fortuna Köln, les dents étant plutôt unis face au club de l'autre côté du Rhin, le Viktoria Köln. Finalement, le Fortuna Köln fut relégué à la fin de la saison en 2e division, en terminant 17e en ayant une moins bonne différence de but que le Wuppertaler. Afin d'avoir son propre stade conforme au football professionnel, le Südstadion fut inauguré en 1978 et possède une piste d'athlétisme. Pour l'édition 74-75 de la Coupe de l'UEFA, Cologne réalisa un excellent parcours en éliminant tout d'abord les Finlandais de Kokkolan Pavoleikot, le Dynamo Bucarest en 16e, puis le Partizan Belgrade en 8e et le FC Amsterdam en quart, avant de tomber en demi-finale contre le futur vainqueur de la compétition, le Borussia Mönchengladbach 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. C'est à cette époque qu'une grande rivalité naquit entre le FC Cologne de Wolfgang Overath et le Borussia Mönchengladbach de Günter Netzer, qui se disputaient souvent des titres. L'opposition entre ces 2 équipes est l'un des innombrables derbys du Rhin, mais celui-ci est historiquement le plus important. D'autres rivalités existent avec le Bayer Leverkusen et avec le Fortuna Düsseldorf. Parti 11 ans chez les rivaux du Borussia Mönchengladbach, Hennes Weisweiler revint au club pour une 3e fois en 1976 et emmena le club à participer à une 6e finale de coupe contre le Hertha Berlin en 1977. Après un score de 1 but partout après prolongation, le match fut rejoué 2 jours plus tard et ce sont les Colognais qui remportèrent le match 1-0 grâce à un but de Dieter Müller. Mais le retour de Hennes Weisweiler se fit surtout remarquer en 1978 quand le FC Köln réalisa le doublé en étant champion de Bundesliga pour la 2e fois de son histoire et en remportant sa 3e Coupe d'Allemagne en battant en finale le Fortuna Düsseldorf 2-0. Ce titre de champion permit au FC Köln de jouer la Coupe des clubs champions qui fut la plus réussie parmi ses 3 participations en arrivant en demi-finale après avoir éliminé les Islandais d'Akran, le Lokomotiv Sofia et les Glasgow Rangers. En demi-finale, ils tombèrent contre la grande équipe de Nottingham Forest de Brian Clough. Après un 3-3 à Nottingham, les Billy Goats perdirent 1-0 au Muggersdorf. 2 joueurs de renom débutèrent avec l'équipe cette saison-là, Pierre Littbarski et Bernd Schuster. 1981 marqua un tournant dans l'histoire de la Bundesliga, car après avoir terminé à la 8e place, le FC Cologne perda pour toujours la première place du classement historique de la Bundesliga
au bénéfice du Bayern Munich. En 1983, le FC Köln remporta sa dernière Coupe d'Allemagne jusqu'à maintenant et la finale restera dans l'histoire car elle vit s'affronter le FC Köln face à l'autre club du sud de la ville, le Fortuna Köln. Le FCK remporta la finale disputée au Müggersdorf 1-0 grâce à un but de Pierre Littbarski. En 1986, le FC Cologne fit un parcours remarquable en Coupe de l'UEFA. Après avoir éliminé le Sporting Gijón, les Bohemians de Prague et Hammarby, ils éliminèrent le Sporting Lisbonne en quart et en demi, ils réussirent à éliminer le club belge surprise de Waregem et le FCK joua sa première finale d'une compétition européenne face au Real Madrid. Après une défaite 5-1 à Santiago Bernabéu, la victoire 2-0 des Colognais ne fut pas suffisante au retour. En 1987, après 15 ans dans les buts du FC Köln, Harald Schumacher se fit virer par le club après qu'il ait publié un livre parlant de dopage et d'alcool qui fit scandale. Harald Schumacher fut remplacé dans les buts par un jeune gardien, Bodo Illner. Depuis 1988, le groupe RTL, chaîne germanophone luxembourgeoise, déménagea son siège à Cologne et devint par le même temps une chaîne 100% allemande. Diffusée dès lors dans tout le pays après la réunification, c'est maintenant la principale chaîne privée en Allemagne. Du côté du Viktoria Köln, ils restèrent longtemps en deuxième division jusqu'en 1981, année où la deuxième division passa à une poule unique. Le Viktoria Köln passa du coup en troisième division et décida en 1994 de fusionner avec le Sportclub Brugg pour créer le Preußen Köln, ce qui allait leur permettre de rester dans la Regionalliga nouvellement créée, mais cela n'empêcha pas ce nouveau club de se faire reléguer en 1995 en Oberliga, devenue la 4e division. En 1995, le circuit du Nürburgring, situé à 100 km au sud de Cologne, fit sa réapparition au calendrier du championnat du monde de Formule 1 et fut remporté par Michael Schumacher, grand fan du FC Köln et natif de Hürth, situé à 9 km de Cologne. Ce circuit, inauguré en 1927, faisait à l'origine 28 km et se situait au cœur du massif de l'Eiffel, à proximité du château du Nürburg. Raccourci à 5 km pour la Formule 1, ce circuit a été utilisé pour les Grands Prix d'Allemagne, d'Europe, du Luxembourg et la dernière fois en 2020 pour le Grand Prix de l'Eiffel. La fin des années 90 et le début des années 2000 allaient être difficiles pour les trois clubs de Cologne. Renommé comme à l'époque Viktoria Köln en 2002, les choses n'allèrent pas bien sur la rive droite du Rhin. Après des va-et-vient entre la 4e et la 5e division, le Viktoria fut relégué en 6e division en 2010 et fit faillite. Le 22 juin 2010, le FC Viktoria Köln 1904 prit la succession de l'ancienne équipe et débuta en Ligue de District D. En 2011, la section senior du FC Junkersdorf fut absorbée par le Viktoria et se retrouva dans la 5e division pour la saison 2011-2012. L'entrepreneur Franz Josef Wernse, dirigeant du club du Germania Windeck, s'impliqua dans le Viktoria et avec les renforts des joueurs de Windeck, ils réussirent à monter en une saison en 4e division, la Regionalliga West. Pour se renforcer, le club de la rive droite avait besoin d'une mascotte et depuis 2016, Victor, qui représente un Romain qui garde la rive du Rhin, est la mascotte du club. Avec cette nouvelle recrue, le Viktoria Köln remporta la Regionalliga West en 2017 et joua les barrages d'accession contre Carl Zeiss Jena, mais après une défaite 3-2 à domicile, la victoire 1-0 à Jena ne fut pas suffisante à cause de la règle du but à l'extérieur. Mais en 2019, le champion de la Regionalliga West avait accession directe pour la Drittliga et le Viktoria Köln fut champion à la dernière journée et retrouva la 3e division 25 ans après. Concernant le Fortuna Köln, après 26 ans passés en Bundesliga 2, les choses allèrent se compliquer au début des années 2000 en raison de problèmes financiers. Afin de récolter des fonds, l'équipe se fit remarquer en Ponzonu pour bien montrer qu'ils étaient fauchés. D'autres soutiens arrivèrent comme celle du pasteur Hans Morter ou celle encore de Michael Schumacher qui organisa la Fortuna Car Cup sur sa propre piste de karting. Tombé en 4e division, le Fortuna arrêta le championnat à la mi-saison en 2004-2005 et déposa le bilan. Pour la saison 2005-2006, le Fortuna joua dans la Ligue des associations du Mittelrhein, la 6e division. En 2008, le SCFK monta en Oberliga Nordrhein-Westfalen, puis en Regionalliga West en 2011.
En 2014, les sudistes furent champions de Regionalliga, ce qui leur permirent de jouer un barrage de promotion contre l'équipe 2 du Bayern Munich. Grâce à une victoire 1-0 à domicile et une défaite 2-1 à l'extérieur, le Fortuna monta en Dritte Liga. En 2015, suite à un partenariat avec le Zoo de Cologne, les supporters du Fortuna avaient la possibilité de voter pour une mascotte entre 3 animaux en voie de disparition, et c'est le panda roux qui fut choisi, avec comme prénom Fred. En 2018, le club réalisa une bonne saison en jouant la montée, mais terminèrent finalement 8e et furent relégués en terminant 19e la saison suivante. Depuis 2019, le Fortuna Köln joue en Regionalliga West. Pour le FC Köln, la saison 97-98 fut un désastre car ils furent relégués pour la première fois de leur histoire en 2e division et durent attendre 2000 pour retourner en Bundesliga, terminant champion de Bundesliga 2. Mais cela ne fut que le début d'une longue période d'instabilité. En effet, le FCK allait de nouveau être relégué en 2e division en 2002, 2004 et 2006, mais cette période vit l'éclosion d'un jeune joueur qui devint célèbre, Lukas Podolski, qui partit pour le Bayern en 2006. En 2001, les travaux pour moderniser le Müngersdorf débutèrent afin d'accueillir la Coupe du Monde 2006. Le stade inauguré en 2004 passa à une capacité de 50 000 places et fut renommé Rhein-Energiestadion, nom d'une société de gaz et d'électricité, et sera également utilisé pour l'Euro 2024. Les Boucs réussirent à remonter en 2008 en terminant 3e. En 2009, une vaste campagne auprès des supporters fut réalisée pour permettre le retour de Lukas Podolski au FC Cologne, mais pour cela, il fallait réunir la somme de 10 millions d'euros. Michael Schumacher y contribua en achetant des pixels d'une photo de Lukas Podolski, dont 40 000 pixels étaient mis en vente. Avec cette nouvelle recrue, Cologne réussit à se maintenir jusqu'en 2012, année où ils se firent à nouveau relégués. Avec de jeunes joueurs du centre de formation comme Jonas Hector, Cologne remonta en Bundesliga en 2014. Les choses allèrent bien, aussi pour l'équipe féminine. En effet, cette section créée en 2009 monta pour la première fois pour la Frauen-Bundesliga en 2015. Stabilisée parmi l'élite, la section masculine quant à elle termina même 5e en 2017 grâce notamment aux 25 buts d'Anthony Modeste, ce qui lui a permis de rejouer l'Europa League 25 ans après. Lors de cette campagne européenne, Cologne se fit éliminer dès le premier tour, terminant derrière Arsenal et l'Étoile Rouge de Belgrade, mais devant le Bate Borisov. Dans le même temps, les choses se passèrent mal en championnat et ils furent relégués à la fin de la saison. Remontés en 2019, les Billy Goats évitèrent une nouvelle relégation en 2021 en remportant le barrage face à Holstein Kiel. La saison suivante, grâce à une belle 7e place, le FC Köln se qualifia pour jouer la Conference League, où ils furent éliminés en terminant derrière l'OGC Nice et le Partizan Belgrade, mais devant le FC Slovácko. En 2023, le comité des fêtes du Carnaval de Cologne célébra ses 200 ans d'existence. Interdit lors de l'occupation sous Napoléon, il fut réhabilité par les Prussiens en 1823. Chaque année, le FC Cologne s'engage dans le carnaval, qui est l'un des événements les plus importants de la ville. Le club a ainsi son propre char pour le défilé, et souvent ils sortent des maillots spécialement pour l'occasion, comme celle rappelant la Rote Funken, histoire de bien mettre en avant la relation entre l'histoire de la ville avec celle de son club de football. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Cologne. On a en tout cas vu qu'il y avait plein de choses à raconter niveau histoire et niveau football. Pour suivre l'histoire d'autres villes et d'autres équipes, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.